Quatrième cours sur les structures juridiques des associations. Nous sommes en train d'étudier cet aspect juridique, aspect naturel. Vous aurez d'autres cours sur l'aspect naturel du ministère parce que vous devez être conscient d'un certain nombre de choses. Parce que vous regardez des prédicateurs qui sont en train de prêcher, qui ont des églises, etc., etc. C'est très bien. Mais derrière tout ça, il y a toute une structure obligatoire et qui n'est pas des moindres et qu'il faut savoir correctement maîtriser en tant que serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas, la plupart d'entre nous, des juristes, ni des économistes. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, c'est sûr, mais il faut savoir utiliser le naturel du meilleur possible, c'est-à-dire utiliser tout ce que le naturel nous offre pour pouvoir exercer le ministère de la meilleure des façons, de pouvoir communiquer le message de l'Évangile. Un prédicateur qui fait fi, c'est-à-dire qui ne fait pas attention du tout à tout ce qui peut être naturel, se retrouvera dans des ennuis, parce que l'ennemi en profitera. Plus vous portez de fruits, plus vous attaquez les ténèbres, plus vous allez vous retrouver avec des attaques spirituelles terribles, et parfois le naturel va vous surprendre, parce que le spirituel satanique va essayer d'agir sur le naturel contre vous, et vous risquez de vous retrouver par terre, et de perdre votre ministère. Alors, nous en sommes dans le contenu général des statuts. Je vous rappelle que les statuts, c'est ce document légal, c'est la carte d'identité de votre association. Vous devez fonctionner sous un système associatif qui n'est pas du tout adapté à la théocratie, bien sûr. Vous avez reçu un mandat de Dieu, vous êtes loin du Saint-Esprit, vous avez une vision. Le Seigneur vous a demandé de faire telle ou telle chose, vous faites ces choses-là, mais vous avez besoin du récipient juridique. Et ce récipient juridique, vous devez le maîtriser. Pourquoi ? Parce que si vous laissez des failles, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Alors, nous avions vu dans le titre 1, Constitution, objet social et durée. On ne va pas revenir là-dessus, nous avons bien avancé. Ensuite, titre 2, composition et affiliation. Nous avons vu article 5, les membres. Conditions d'adhésion 6. Je vous ai dit de faire très attention ici à qui rentre dans l'association. 7, perte de la qualité de membre. Là aussi, il faut tenir à jour des listes. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés au titre 3, administration et fonctionnement, et nous avons regardé l'article 8. Et dans l'article 8 en particulier, l'Assemblée générale ordinaire, je vous ai montré que l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême, c'est-à-dire c'est l'organe qui va tout décider dans le ministère, et il faut comprendre son rôle, mais il faut savoir, je dirais, aider à ce que cette Assemblée générale puisse être la meilleure possible, la plus fluide possible pour aider la vision, et non pas la bloquer. Et par contre, si vous ne faites pas attention, vous pouvez complètement bloquer votre vision à cause de l'Assemblée générale, si les choses sont extrêmement mal gérées ou si vous avez des gens qui font n'importe quoi. Et évidemment, il faut en mettre le rôle, donc l'organe suprême, les réunions, la fréquence des réunions. Donc, je vous ai conseillé, vous pouvez mettre une fois, mais 2 fois, c'est mieux pour une église, 2 fois par an. Les modes de convocation écrits, et délai à mettre, en général 15 jours, c'est tout à fait acceptable. Si vous mettez un délai de 3 jours, vous risquez d'avoir des problèmes, on risque de vous refuser dans vos statuts, de notariser vos statuts ou de légaliser vos statuts, de vous donner votre personnalité juridique, parce que c'est un délai qui est trop court. Il faut quand même laisser aux gens le temps de venir, de se retourner pour planifier de venir à l'Assemblée générale. Le quorum, je vous ai expliqué que c'est la proportion de gens au minimum qu'il vous faut pour tenir légalement une Assemblée générale, parce que tout va être décidé avec l'Assemblée générale, et il faut évidemment un certain nombre de membres présents. Si ces membres ne sont pas présents, une certaine proportion, en général c'est 2/3, obligatoire, c'est à peu près dans ces proportions-là. Si jamais la proportion n'est pas atteinte de membres présents quand vous faites l'Assemblée générale, qu'elle a été convoquée dans les bons délais, avec un bon objet, eh bien, si vous prenez des décisions, en tant que pasteur représentant légal, vous risquez d'avoir des ennuis, parce que les décisions que vous allez prendre ne sont pas valides, et elles seront opposables. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes, on viendra contre vous, un membre mal intentionné pourra dire « Non, moi, j'étais pas là, il paraît qu'il y avait tant de membres, donc le quorum n'était pas atteint, donc toutes ces décisions-là ne sont pas acceptables. » Et boum, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des ennuis. Donc, il faut vous protéger juridiquement. Alors, ce que l'AG peut décider, c'est quoi ? Acceptation et modification des statuts, ce qu'on appelle l'amendement des statuts, l'approbation des programmes de l'association, l'approbation des budgets et des comptes, l'approbation des comptes, c'est ce qu'on appellera le titus, on verra ça, l'élection et la révocation du comité exécutif, très important parce que le comité exécutif, ce sont les dirigeants, c'est le petit groupe qui a été désigné par l'Assemblée générale pour diriger et administrer l'association. Donc le ministère. Et rappelez-vous, vous êtes en train de travailler dans les choses spirituelles.
L'approbation et l'exclusion des membres, la dissolution de l'association. Comment les décisions aussi sont adoptées, souvent c'est la majorité simple bien sûr, et le mode de procuration, c'est-à-dire quelqu'un qui est absent, qui dit non, moi je donne ma voix à quelqu'un d'autre, comment les choses doivent être faites, et ça doit passer par le représentant légal, donc le pasteur visionnaire. Ça doit passer aussi par quelque chose d'écrit qu'il doit recevoir avec une telle date, tel jour avant l'Assemblée générale, la tenue de l'Assemblée générale. Ça, on peut préciser ça dans le règlement d'ordre intérieur, nous allons le voir. Ensuite, article 9, l'Assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est en cas de besoin urgent. Ça peut être une bonne nouvelle, par exemple, quand vous devez faire un pas particulier dans votre association, donc pour l'Église, mais il faut faire ça rapidement. Donc vous avez un moyen de le faire par une convocation d'Assemblée générale extraordinaire. Et puis, ben voilà, par exemple, il y a un prêt bancaire à faire. Le prêt ne peut pas être fait au nom du pasteur. Ça peut pas, et lui ne peut pas faire ça au nom de l'Église. Seul s'il n'a pas eu d'abord une assemblée, un PV, ce qu'on appellera un procès-verbal, ça aussi, quelque chose d'écrit sur l'assemblée qui s'est tenue. Comme quoi, on lui donne le pouvoir, le mandat de faire tel emprunt à la banque, par exemple, s'il faut faire un emprunt, par exemple, pour acheter quelque chose de particulier. Donc il faut faire très attention. Donc toutes les modalités de cette convocation doivent être écrites, en partie ici, et précisées dans le règlement d'ordre intérieur. Comité exécutif, c'est là où nous en sommes. Le comité exécutif, ou ce qu'on appellera le bureau dans certains pays, ou le conseil d'administration dans d'autres, eh bien, c'est un organe qui est très important parce que c'est l'organe qui va avoir des pouvoirs délégués. Délégués par qui? Par l'Assemblée générale. Pouvoir de quoi? De gestion et d'administration. Donc en fait, ce sont ceux qui vont gérer l'association, gérer donc le ministère. Donc ce comité exécutif, évidemment, il va falloir que le visionnaire en soit à la tête, parce que alors sinon c'est une catastrophe, là encore. Sinon on a une tête naturelle et une tête spirituelle. C'est une catastrophe et les deux peuvent aller dans des directions opposées. Donc ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que le représentant légal, le président d'une association, doit toujours être le visionnaire. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, je vous ai montré que si vous êtes sage, vous pouvez vous entourer de bonnes personnes, d'un excellent comité exécutif, de très bons membres de l'association, et ça sera un immense plus pour votre ministère. Vous n'avez aucun intérêt, si vous êtes dans le ministère, d'avoir des gens qui sont autour de vous et qui vous font la guerre. Une guerre passive, entre guillemets, ou qui vous font de l'opposition constante. C'est très mauvais, ça freinera votre ministère. Donc il faut que les gens qui soient autour de vous soient des bonnes personnes, qu'elles soient loyales à la vision, à votre personne aussi, à votre ministère. C'est très important. Qu'elles sont là, qu'elles comprennent qu'elles sont là pour servir le ministère, qu'elles sont là pour vous servir. Parce que souvent, les gens qui sont dans les associations, ils ne sont pas là pour servir, ils sont là pour être servis. Et justement, ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Donc il faut enseigner les gens, il faut leur apprendre ce que c'est qu'une association chrétienne. Parce que très souvent, les gens qui ont des ministères ne font pas, et ils ont à l'intérieur des querelles intestines, ils ont des divisions, ils ont des problèmes, ils ont des tentatives de coup d'État, etc., quand ils n'ont pas su faire et sécuriser correctement l'association. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'on n'apprend pas malheureusement tout de suite. C'est pour ça que je vous fais partager mon expérience. Alors, un mauvais comité exécutif peut vraiment freiner un ministère et même le casser, le détruire complètement. Ça s'est vu aussi. Un bon comité exécutif, et je vous le dis, un pasteur a tout intérêt à avoir un excellent comité exécutif pour que ce soit un plus pour son ministère. Alors, dans cet article-là, il va falloir décrire le rôle du comité exécutif, sa composition, son rôle, sa composition, les conditions d'éligibilité des membres, donc des membres du comité, de ses membres. Rôle, composition, conditions d'éligibilité des membres, donc des membres du comité exécutif. Et sa fréquence minimale de réunion, annuelle bien sûr. C'est-à-dire par an, combien de fois on se réunit. Donc, ce sont des gens qui vont entourer le visionnaire. Ils vont entourer le visionnaire, ces membres-là, c'est des membres particuliers, ils vont entourer le visionnaire pour que la vision divine puisse se réaliser du mieux possible. Ils entourent le visionnaire. Les membres du comité exécutif vont entourer le visionnaire. Lui va en faire partie, bien sûr. Il entoure le visionnaire pour l'aider, pour que la vision se réalise du mieux possible. Donc je vous rappelle que le comité exécutif, son rôle,
ça va être d'exécuter. C'est pour ça qu'on appelle souvent comité exécutif. Comité, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Et exécutif, parce qu'ils vont exécuter quoi? Les décisions qui ont été prises en assemblée générale. Donc le comité exécutif, lui, va travailler pour que ce qui a été voté en assemblée générale, par exemple pour les budgets, par exemple pour les activités de l'association, ça prenne forme. Ces décisions doivent prendre forme, doivent devenir réalité. Et ça, c'est le rôle du comité exécutif. Alors, souvent, on met des formules comme ça. Le comité exécutif a les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion et l'administration du ministère. Bon, ça, c'est son rôle en général. Donc, les pouvoirs étendus concernant la gestion et l'administration. Donc, on lui donne les pouvoirs statutairement. C'est important parce que, d'après les statuts, c'est là où vous donnez du pouvoir au comité, où vous limitez le comité exécutif. Il y a des associations qui limitent énormément les comités exécutifs au travers de leurs statuts. Mais dans un ministère, il faut laisser les mains libres au comité exécutif. Mais attention, il faut mettre certaines choses. Ensuite, le comité exécutif est composé des membres suivants. Alors, les membres suivants. Le minimum pour un comité exécutif, c'est président ou représentant légal, ça c'est clair. Le minimum, c'est président, représentant légal. Secrétaire général, donc du ministère ou de l'Église, président, donc comité exécutif ou représentant légal, secrétaire et trésorier. Président ou représentant légal, secrétaire, trésorier. Ça, c'est les 3 membres minimum qu'en général on va vous imposer dans un pays. Mais à cela, vous pouvez rajouter certains membres. Vous pouvez rajouter certains membres. Par exemple, vous pouvez avoir un vice-président, un ou une vice-présidente. Ça vous fait 4 membres. Et puis, vous pouvez avoir des membres permanents aussi. Moi, par exemple, j'ai pris le pasteur Isabelle et je lui ai dit, tu seras membre permanent, c'est mieux que tu sois membre permanent. Comme ça, il n'y a pas besoin qu'elle soit votée ou pas. Et c'est membre permanent. Donc, ça veut dire que on est 5, nous par exemple, on est 5 dans notre comité exécutif. Alors maintenant, il faut faire une précision. Une précision que parfois vous pouvez faire quand vous déposez la première fois vos statuts, mais parfois c'est pas sage, enfin, c'est sage et c'est pas sage de la faire. Parce que parfois ça peut choquer, mais il faut savoir. Moi j'ai rajouté une chose, après dans mes statuts, j'ai dit seul le représentant légal n'est pas éligible. Seul le représentant légal n'est pas éligible. Et les autres membres du CE, du comité exécutif, donc seul le représentant légal n'est pas éligible. Ça, si vous avez ça dans vos statuts, vous êtes tranquille. Seul le représentant légal n'est pas éligible. Les autres membres du CE, donc du comité exécutif, seul le représentant légal n'est pas éligible. Les autres membres du CE sont élus par l'Assemblée générale. Seul le représentant légal n'est pas éligible. Les autres membres du CE, du comité exécutif, sont élus par l'Assemblée générale, alors pour un mandat de X années. Bon, vous pouvez mettre 5 ans, vous pouvez mettre 3 ans, vous pouvez mettre 2 ans. Pour un mandat de X années, nous on a 5 ans par exemple dans notre association, 5 ans renouvelables. Renouvelables, vous devez rajouter renouvelable. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent être réélus. Si vous avez des bonnes personnes, qu'elles soient réélues, c'est très bien. Même si elles restent là 20 ou 30 ans à vos côtés, si c'est des bonnes personnes, gardez-les. Les bonnes personnes sont difficiles à trouver. Une fois que vous les avez trouvées, il ne faut pas que des textes vous limitent. Je vous rappelle que l'important, c'est que ces textes-là ne vous limitent pas dans votre vision et vous permettent d'avoir les meilleures personnes autour de vous. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? Alors parfois, cette mention « seul le représentant légal n'est pas éligible » ne passera pas facilement quand vous déposez pour la première fois des statuts. D'accord ? Donc ça dépend comment les gens qui vont regarder vos statuts, s'il y a des lois qui disent ou certaines choses, ou certaines coutumes, ou monsieur qui se permettrait de dire non, le dossier, non, vous ne pouvez pas mettre ça, etc., etc. Bon, alors là, sinon, il va falloir mettre des textes dans le règlement d'ordre intérieur. Il faudra vous arranger, mais c'est important. Ça vous permet de garder la tête. Ça veut dire que vous n'êtes pas déboulonnable par des manipulations électorales. Il faut être clair. Rappelez-vous, nous sommes dans une théocratie. Donc si vous avez ça dans vos statuts, seul le représentant légal n'est pas éligible,
Là, vous êtes tranquille. Ça veut dire que vous êtes représentant légal à vie, parce que vous êtes le visionnaire, vous travaillez dans la vision que le Seigneur vous a donnée, donc vous devez garder la direction de votre association. Si vous ne gardez pas la direction de votre association, s'il y a une possibilité de vous révoquer, de vous changer, c'est dangereux pour vous. Vous pouvez avoir travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans pour votre vision, et un jour, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui s'introduisent dans votre ministère, d'un seul coup, par une manipulation électorale, ils peuvent vous mettre dehors et prendre tout l'argent, prendre tous les biens, faire n'importe quoi avec tout ce que vous aurez construit toute votre vie. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, donc ça, c'est le travers de l'association, et qu'il faut complètement, je dirais, boucler au travers de cela. Donc je vous rappelle que dans un des articles, nous avions vu au départ de mettre le nom du représentant légal visionnaire, celui qui a reçu la vision du Seigneur. Tac, comme ça déjà le nom est inscrit. Ensuite, vous mettez qu'il n'est pas éligible. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, de savoir que le jour où vous allez faire une assemblée générale, des gens seraient là et essaieraient de vous faire des sales coups. Voilà, tout simplement. Du lobbying derrière vous. Donc vous sécurisez votre association. Rappelez-vous que les gens sont venus parce que vous les avez appelés, qui travaillent sous votre leadership. Dans une association où il y a un ministère, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous travaillez, on travaille ensemble à la même hauteur décisionnelle. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, je vous garantis, c'est la structure naturelle qui va casser votre ministère. Les gens vont s'opposer, vous allez vouloir aller dans telle direction, il y a des gens qui vont se mettre contre vous en disant non, non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et vous ne pourrez rien faire parce que vous avez des textes contre vous. Et si vous faites, c'est comme ça que les histoires commencent dans les associations. Et d'un seul coup, le pasteur dit non, j'ai décidé qu'on fasse ça. Et les gens disent non, 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 tu sais, on a voté contre ça. Ah bon, vous avez voté? Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc vous êtes obligé de vous opposer à un vote qui, théoriquement, est légal par rapport à la législation associative. Donc vous imaginez, vous prenez une décision. Cette décision n'est pas acceptée parce qu'il y a un pouvoir législatif qui vous empêche de prendre cette décision. Et c'est votre ministère. C'est dangereux, très dangereux. Donc ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Si vous l'acceptez, je vous garantis, vous ouvrez une porte qui est gigantesque et qui permettra à l'ennemi et à la chair de détruire ce que vous faites. Parce que rappelez-vous que quand vous prenez des décisions dans la foi, vous serez combattu par l'ennemi, et parfois même par des gens qui ont peur parce que vous avez pris des décisions. Et ces décisions, il faut que ça coule tout seul. Il faut que ça coule tout seul. C'est pour ça que le système associatif, je vous dis, a ses carences, mais si vous faites ça, au moins, vous êtes tranquille. Donc, ensuite, le comité exécutif, vous mettez, se réunit, par exemple, une fois par trimestre ou X fois par an. Mais là encore, faites attention. Mettez pas trop souvent, parce que des fois, vous n'aurez pas besoin. Il y a des années où vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de comités exécutifs. Donc, il se réunit une fois par trimestre, il se réunit 2 fois par an, etc., comme vous voulez, ou une fois tous les 6 mois, etc., etc. D'accord? Et autant que de besoin, sur convocation du représentant légal. Là encore, le représentant légal, c'est lui qui doit convoquer le comité exécutif. C'est bien de le mettre dans des textes. Vous l'avez donc dans votre support de cours, dans votre syllabus. Alors, il est bien aussi de rajouter des précisions dans le règlement d'ordre intérieur, on verra un peu plus tard. Là, vous avez les statuts, c'est très général, mais dans le règlement d'ordre intérieur, nous le verrons, c'est bien aussi de préciser les conditions sur les candidatures des membres du comité exécutif. Parce qu'il faut que vous travailliez, si vous êtes dans le ministère, c'est vous qui devez choisir les personnes. Et c'est sûr que vous les proposez à l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale doit acquiescer, doit directement dire, bon, le pasteur pense que c'est la bonne personne, on va être derrière lui. Une bonne Assemblée générale est derrière son pasteur. Une mauvaise Assemblée générale essaiera de faire tout un tas de trucs, tout un tas de luttes en proposant 3, 4, 5 ou 6 candidats. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire de dire, celui-ci c'est mon ami, celui-ci c'est mon cousin, et on retrouve les trucs du monde. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Dans un ministère, on ne peut pas se permettre de fonctionner avec les mentalités du monde. Si vous faites ça, vous mettez en danger votre ministère. Il vous faut des gens de confiance, des gens que vous choisissez. Vous devez choisir les gens, même si dans les textes, ils sont élus, dans le fond, il faut que ce soit un choix, le choix du pasteur. Ça, c'est normal. Parce que si l'Assemblée générale impose au pasteur quelqu'un avec lequel le pasteur ne s'entend pas bien, ou disons le courant passe pas bien, ou la personne essaye toujours de faire des trucs qui ne sont pas bonnes, ou qui ne sont pas acceptables pour le leadership, ça va vous poser des problèmes. Et si c'est votre assemblée générale qui vous impose les gens avec qui vous travaillez, que vous êtes pasteur et que vous devez vous-même choisir votre entourage, ça vous pose des problèmes. Donc il vous faut des bonnes personnes que vous choisissez, que vous dites à l'Assemblée générale, voilà, pour moi, c'est clair que le candidat ou la candidate que je choisis, voilà, c'est cette personne-là. Donc ce que je demande, c'est est-ce que l'Assemblée générale est d'accord?
Et puis c'est fini. Et en général, l'Assemblée générale sera d'accord, parce qu'elle voit et elle respecte votre choix. D'accord? Maintenant, vous pouvez, entre-temps, avant d'avoir fait votre choix, vous pouvez avoir parlé avec un certain nombre de membres en disant, bon voilà, je pensais à telle personne pour la proposer pour être trésorier ou trésorière, ou telle personne pour être, qu'est-ce que tu en penses, etc. Bien sûr, vous cherchez conseil. Mais chercher conseil ne veut pas dire se faire imposer des décisions. Vous voyez la différence? Et ça, c'est important, parce que quand vous êtes pasteur, il ne faut pas que les gens viennent faire des pressions sur vous, en tant que leader, et vous imposent des choses. Si vous avez des groupes de gens dans votre église, dans votre association, qui essayent absolument de vous imposer des choses que vous ne voulez pas en tant que leader, en tant que pasteur, ça vous causera des problèmes. Rappelez-vous que quand on est dans une église locale, on est là et on accepte volontairement l'autorité spirituelle. Ça s'appelle la soumission. D'accord? Maintenant, bien sûr, le pasteur, s'il est intelligent, ce qu'il doit faire, c'est s'entourer de bons conseillers, c'est-à-dire des gens qui savent lui parler aussi correctement cœur à cœur, qui savent lui dire, tu sais pasteur, là franchement je pense que tu fais une erreur ici, mais je respecterai ton choix parce que je t'aime, parce que je suis la vision, parce qu'on est ensemble, parce que vraiment je respecte ton leadership. Mais personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. Que ce soit quelqu'un qui soit capable de vous dire ça. Ça c'est un bon conseiller. Un bon conseiller, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « Ah, pasteur, ah oui, pasteur, ah, pasteur », voilà, et puis derrière tout ça, il n'est pas du tout d'accord et il vous fera tous les coups possibles et imaginables. Ça c'est de l'hypocrisie. Non, c'est pas ça. Vous devez avoir des gens qui sont capables de vous dire franchement, bon, je respecte pleinement votre décision. Maintenant, j'aimerais vous partager mon opinion personnelle, mais je serai avec vous dans cette décision. Vous voyez? Ça, c'est des gens qui vous sont loyaux, mais qui aussi essayent des fois vous alerter, parce que vous avez besoin aussi de conseillers, de bonnes personnes qui soient capables de vous dire, franchement, là, je ne suis pas à l'aise. Bon, je ne suis pas à l'aise, mais bien sûr, on vous suivra parce qu'on est avec vous, pasteur, parce qu'on respecte votre autorité spirituelle, mais je vais vous expliquer ce que je ressens. Voilà, c'est tout. Et les gens vous expliquent ce qu'ils ressentent. Et à ce moment-là, vous prenez la décision. Si elle est bonne, elle est bonne. Si elle est mauvaise, ben vous en subirez les conséquences. C'est ça le leadership. D'accord? Mais vous devez avoir de bons conseillers. Mais pas de gens qui sont là en train soit de jouer les hypocrites pour gagner la faveur. Vous voyez, ça c'est des gens qui ont des mentalités de petits. Ça, c'est pas des mentalités divines. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui vient là et qui est capable de vous donner, de répondre. Vous lui dites, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et il est capable de vous dire clairement ce qu'il pense de ça. Et c'est bon, parce que ça vous permet d'avoir une opinion un peu diverse et qui vous montre peut-être quelque chose que vous ne voyez pas vous-même. Article 11, les ressources. Alors là, évidemment, il faut absolument vivre. Alors, dans un ministère, donc le ministère tire ses ressources dans les dîmes et les offrandes. Ça, il faut le mettre. Hein. Le ministère, donc, c'est de quoi vous allez vivre. C'est-à-dire, il faut bien vivre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Aucune vision. Donc, le ministère tire ses ressources dans les dîmes et les offrandes. Et dans toute activité génératrice de revenus, ça c'est important de le mettre. Donc le ministère tire ses ressources dans les dîmes, les offrandes, et dans toute activité génératrice de revenus ou projet prévu par la loi. Ou projet, donc toute activité génératrice de revenus ou projet prévu par la loi. Par la loi sur les associations, bien sûr. Donc dîmes, offrandes, toute activité génératrice de revenus ou projet prévu par la loi sur les associations, dont les profits, ça c'est important de le mettre clairement, comme ça vous êtes tranquille, si jamais vous avez une inspection de la part des impôts, dont les profits seront affectés uniquement, au but du ministère. Donc dîmes, offrandes, toute activité génératrice de revenus ou projet prévu par la loi, mais dont les profits seront affectés uniquement au but du ministère. D'accord? Donc obligatoirement, vous générez pas des revenus pour aller construire la maison du pasteur ou pour aller construire un hôtel où vous allez faire des bénéfices comme une société. Ça c'est dangereux. Il faut faire attention à tout ça. Parce que malheureusement, il y a des gens parfois qui font des choses sous le couvert des associations. Et au bout d'un moment, eh bien, ils se font coincer parce qu'il y a un inspecteur des impôts qui passe et qui dit non, ça c'est pas affecté au but. Le but est d'évangéliser.
Le but est de créer des églises. Le but est de faire des instituts publics. Le but est de mettre au travers des médias, comment dire, l'évangile de Christ, etc., etc. Vous voyez. Donc tout ça, ça doit être très clair. Et quand vous mettez ça ici, dîme, offrande aussi, c'est très important de mettre dîme, offrande. Parce que si vous mettez rien et que vous êtes une église, dans certains pays, on va vous dire c'est quoi l'histoire de la dîme, c'est quoi offrande, bon oui d'accord, mais c'est pourquoi, etc., etc. Non, non, ça c'est des revenus différents, bah, etc. Non, non, c'est statutaire. Ok, vous avez approuvé ça au niveau du gouvernement, donc il n'y a rien à dire. Bon, parce que parfois ça peut vous couvrir dans certains cas. Article 12, les modalités de dissolution. Les modalités de dissolution. Alors sachez qu'une association se dissout pour différentes raisons. Elle peut être dissoute si parfois c'est la catastrophe, les gens ne s'entendent plus, c'est les divisions dans tous les sens. Mais aussi elle peut être dissoute parce que parfois on a créé une autre association ou on veut se mettre sous une autre association. Par exemple, il y a des églises qui démarrent et puis bon, elles arrivent à un certain niveau et puis elles se disent tiens, pourquoi on ne ferait pas partie d'un mouvement plus grand? Et d'un seul coup, ces églises se mettent ensemble et recréent une autre association. Donc il faut dissoudre la première association et mettre le patrimoine, tout ce qu'on a, donc tout l'actif dans le, comment dire, dans la nouvelle association, voilà, tout simplement. Donc, mais ça, il faut quand même le préciser. Et ça, c'est obligatoire. Vous devez avoir un article dans vos statuts qui précise la dissolution de l'association. Alors, évidemment, on met tout le temps seule l'Assemblée générale. Donc, l'AG peut décider la dissolution du ministère. Seule l'Assemblée générale peut décider la dissolution du ministère. Et il faut mettre, évidemment, le patrimoine sera affecté, hein, donc tout l'actif, tout ce qu'on a, toutes les immobilisations, tout l'inventaire, tout ce qu'il y a dans l'inventaire, donc tous les biens, donc sera affecté à une association qui a le même but. Sera affecté à une association qui a le même but, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile. Donc, tout ce qui appartient à l'association, si vous voulez. Ça peut être patrimoine, ça peut être tout un actif, ça peut être ce qu'il y a sur les comptes en banque, ça peut être tout un tas de choses qui ont été achetées dans l'association. Donc sera affecté à une association qui a le même but, c'est-à-dire prêcher l'Évangile. Donc ça c'est important, c'est une précision. Ça évite parfois que des fois certaines choses soient achetées sous le but de l'Évangile et puis soient redonnées à une association, je ne sais pas, qui ne prêche pas l'Évangile et qui est plus une association qui a un but non évangélique. D'accord? Donc ça c'est quand même une précision. Alors article 13, modification des statuts. Modification des statuts, article 13. Alors, il y a toujours un article là-dessus, très important. Et en général, on met les présents statuts. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par décision prise. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par décision prise à la majorité des 2/3 de l'Assemblée générale. Les présents statuts ne peuvent être modifiés par décision prise à la majorité des 2/3 de l'Assemblée générale. Comme ça, si vous avez fait de bons statuts, il vous faut au moins 2/3 des personnes qui viennent à l'Assemblée générale qui acceptent de modifier, donc d'amender les statuts. Donc là aussi, ça vous couvre très largement. Si on veut enlever certains articles qui peut-être vous couvrent en tant que visionnaire et dans le ministère, donc ça évite que des gens puissent en profiter et faire n'importe quoi. Alors article 14, article très important maintenant, nous allons voir, le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, ce qu'on appellera souvent le ROI. ROI, comme le roi. Le règlement d'ordre intérieur. Alors, comme on verra, le règlement d'ordre intérieur, c'est un document légal qui va vous permettre de préciser le fonctionnement interne de votre association. Donc, ça va être un document légal, on va en parler, qui va préciser
document légal, le règlement d'ordre intérieur, qui va préciser le fonctionnement interne et pratique. Le fonctionnement interne et pratique de l'association. C'est ce que j'appellerais la cuisine interne. Ça ne concerne pas le gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de regard sur votre règlement d'ordre intérieur. Ça, c'est votre cuisine interne. Le gouvernement regarde seulement vos statuts. Il vous dit, selon vos statuts, etc., etc. Si vous violez vos statuts, boum, il a le droit de vous taper dessus. Mais le règlement d'ordre intérieur, c'est une cuisine interne. Là, vous pouvez mettre beaucoup de choses qui montrent comment vous allez fonctionner. Quelles sont les règles de fonctionnement. D'accord ? Alors moi, ce que je recommande très fortement, très très fortement, c'est de mettre dans l'article règlement d'ordre intérieur la chose suivante. Un règlement d'ordre intérieur, donc vous mettez un ROI, un règlement d'ordre intérieur, donc un ROI de l'association, sera élaboré. Alors le mieux, maintenant je suis plus strict, vous le verrez dans vos notes, j'avais mis autre chose à l'époque, le mieux donc c'est de mettre par le visionnaire fondateur. Donc un règlement d'ordre intérieur de l'association sera élaboré par le visionnaire fondateur, présenté au comité exécutif, puis approuvé par l'Assemblée générale. Donc rédigé ou élaboré par le visionnaire fondateur, présenté au comité exécutif, puis approuvé en Assemblée générale. Puis approuvé par l'Assemblée générale, afin d'en régir les modalités, de régir les modalités internes du ministère. Afin de régir les modalités internes du ministère. Donc un règlement d'ordre intérieur, ROI, de l'association sera élaboré ou rédigé par le visionnaire fondateur, présenté au comité exécutif et approuvé par l'Assemblée générale afin de régir les modalités internes du ministère. Donc ça vous permet là aussi d'avoir les mains libres en tant que visionnaire fondateur. Vous fondez une église, vous fondez un ministère, où il y a des églises, où il y a quoi que ce soit d'autre, c'est à vous de rédiger le règlement d'ordre intérieur. Donc là, ça vous laisse les mains libres pour le faire et ça ne vous donne pas de délai. C'est là aussi l'avantage de cet article. Vous pouvez mettre un délai, mais faites attention, parce que si vous mettez un délai, là encore, si c'est dans vos statuts, vous êtes lié par un délai. Et parfois, rédiger un règlement d'ordre intérieur, ça va si vous avez, par exemple, été formé dans une église où il y avait déjà toute une structure, où tout était bien fait, vous reprenez en général ce qu'on vous a donné et c'est facile à faire. Mais quand vous n'avez rien pour démarrer un règlement d'ordre intérieur, eh bien, il va falloir rédiger ça. Et vous allez rédiger ça au fil des années, en quelque sorte, parce que c'est petit à petit que vous allez comprendre comment vous voulez qu'on fonctionne. Là, en fait, le règlement d'ordre intérieur, c'est comment vous voulez, vous, le visionnaire fondateur, le ministère, que votre église, que votre association soit régie. Comment ça doit marcher. Comment on doit accepter les choses et qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas accepter. Et ça, c'est à vous de le faire. Pourquoi ? Parce que si vous laissez les autres le faire, ce n'est pas eux qui ont la vision. Vous leur avez transmis la vision, donc ils peuvent vous aider à rédiger seulement si vous voulez qu'ils vous aident à rédiger, mais ça vous permet d'avoir les mains libres quelque part. C'est-à-dire que vous prenez l'initiative de la rédaction du règlement d'ordre intérieur et éventuellement vous appelez un certain nombre de personnes en disant bon voilà, on va faire ça et ça et ça dans le règlement d'ordre intérieur, qu'est-ce que tu me conseillerais aussi de voir, etc. etc. Bon, comme ça permet. Et si vous avez un bon comité exécutif dès le départ, ce qui est très difficile à avoir, vous leur demandez des conseils. Par contre, si vous laissez au début de votre ministère au comité exécutif qui ne connaît pas grand-chose au niveau de l'Église, rédiger la façon dont vous voudriez que les choses fonctionnent, là, croyez-moi, ça va être très difficile.
Et c'est là où des fois les gens commencent à se rentrer dedans, parce qu'ils disent non, non, le pasteur dit non, moi je veux que ce soit comme ça. Et puis le comité dit non, vous savez, pasteur, c'est pas comme ça qu'on fait, non, non, il ne faudrait pas faire comme ça, etc., etc. Et puis vous apercevez qu'il y a une opposition ici. Et les gens commencent à dire ce pasteur, il est bizarre, il veut absolument contrôler les choses, etc., etc. Et c'est là où vous risquez d'avoir quelques problèmes. Donc le mieux, c'est de mettre cet article-là. Donc vous voyez, dans les statuts ici, c'est clair. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut rajouter pour adapter, pour sécuriser votre ministère. Numéro 1, comme je vous le disais, c'est de mettre bien sûr le nom du visionnaire fondateur dans les premiers articles directement. Donc ça c'est clair. Ensuite, la deuxième chose que je vous ai montrée, c'est de mettre que dans le comité exécutif, que le représentant légal, donc vous-même, si vous êtes visionnaire et fondateur de votre ministère, n'est pas donc éligible. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça vous permet de ne pas vous dire que tous les X années, vous allez être obligé de représenter votre candidature, mais aussi peut-être qu'il y a des gens qui vont présenter leur candidature. Et c'est là où vous risquez de voir des gens qui peut-être ne seront pas tout à fait clairs. Et je vous dis, au bout d'un certain nombre d'années, vous aurez dans votre association des gens éprouvés, des gens fidèles. Je vous rappelle ce que je vous ai enseigné, et ça vous le verrez vous-même dans la pratique, c'est que la plupart du temps, les gens qui sont à la base d'une église locale, qui viendront au départ, entre guillemets, vous aider, ne seront plus là au bout de quelques années, la plupart d'entre eux. Moi, si je regarde la liste des gens qui étaient tout au début, quand on avait voulu créer notre association il y a bien des années, avant de pouvoir, je dirais, avant que le gouvernement ouvre plus la légalisation des associations, il y a très peu de gens qui sont encore là. Et c'est souvent les gens, soit certains sont passés par des problèmes, d'autres se sont rebellés, d'autres n'ont pas compris la vision, il y en a même un qui est mort, etc., etc. Donc vous voyez, la plupart des gens au début sont là parce que vous les appelez, mais ces gens-là ne feront pas beaucoup de route avec vous. Je tiens à le dire. La plupart des gens qui feront de la route avec vous, c'est des gens que Dieu va envoyer petit à petit, qui vont se convertir au travers de votre ministère, ou d'autres personnes qui vont être touchées par le Seigneur et qui viendront et qui auront un bon cœur et qui vous aideront à aller de l'avant dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Voilà. Mais ça, je le dis souvent, le temps va éprouver les cœurs. Ça, je tiens à vous le dire. Donc ne vous faites pas d'illusions. C'est pour ça que si vous êtes dans une association, et que c'est une association chrétienne, que vous avez un pasteur à la tête, faites attention. Soyez loyal. Ou sinon, dites, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je suis là, je préfère être juste dans l'église en tant que membre, etc. Mais si vous vous impliquez dans l'association, vous devez être là pour travailler sous son leadership et l'aider à réaliser la vision. D'accord? Donc ça, c'est un choix. C'est votre choix. Mais ne soyez pas dans une association histoire de faire du bruit et des histoires. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je vous ai montré que Dieu a défendu Moïse alors que Moïse avait tort. Vous vous rappelez de ça? Dieu défend les ministères, ça c'est clair. Même s'ils font des erreurs à répétition, je vous ai montré les conséquences que vont avoir les ministères, ça c'est clair. Quand vous faites des fautes régulières en tant que ministère, si c'est récurrent, c'est-à-dire si ça se passe plusieurs fois de suite, vous risquez au bout d'un moment de perdre votre ministère par votre stupidité, ça c'est clair. Ou vous risquez de perdre beaucoup de gens. Parce que vous ne savez pas gérer correctement votre ministère. Vous faites des erreurs, vous faites plein de fautes, et vous corrigez pas. Ça, c'est une chose. Mais laissez les mains libres à celui qui est le visionnaire fondateur. Ça, c'est très important, qui est à l'origine de la vision. Laissez-lui les mains libres. Si vous faites ça, vous pouvez être une aide extraordinaire. Si vous ne faites pas ça, croyez-moi, vous risquez vraiment d'avoir beaucoup de problèmes personnels parce que vous risquez de développer une mentalité de rébellion. Et rappelez-vous d'une chose, Dieu ne bénit pas ceux qui sont rebelles aux serviteurs qu'il met. D'accord? Même si le serviteur n'est pas parfait, ce n'est pas à vous de le corriger. Maintenant, c'est sûr que si vous mettez les pieds dans une association et que vous sentez que ça brûle de partout, qu'il y a des détournements de fonds et qu'il y a des histoires épouvantables, le mieux, c'est d'écrire une petite lettre en disant « je ne suis pas tout à fait... Enfin, merci pour ce que vous avez fait » et vous dites, voilà, tout simplement, je préfère me retirer, démissionner de l'association et vous ne parlez à personne. Vous allez coudre vos lèvres. D'accord? Ça, c'est important. Ce n'est pas la peine de faire des histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans les associations chrétiennes et c'est la honte. On est par exemple dans un pays où, vous savez, les gens, ils se bagarrent, ils vont au ministère de l'Intérieur et il y a des gens qui se bagarrent, des membres de l'association avec le pasteur qui sont au ministère de l'Intérieur en train de se bagarrer. C'est honteux, non? Ils se bagarrent devant des inconvertis. C'est un exemple super. Mais on prêche Jésus, Jésus est la vérité. Amen. Non, mais c'est scandaleux. Non. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez la petite porte, c'est tout. Mais faites pas d'histoire. Franchement, ça, je vous déconseille à 100%, ne faites pas d'histoire.
Si quelqu'un a une onction, ne faites pas d'histoire, n'allez pas contester. Vous dites, ok, si vous estimez que c'est mal géré, vous partez par la petite porte et vous faites attention. Ne faites pas d'histoire, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui corrigera son serviteur. Et si le serviteur ne se corrige pas, il aura des sanctions de la part de Dieu. Et croyez-moi, quand Dieu sanctionne, ça fait mal. Il faut dire, c'est clair. Ok? Donc, faisons bien attention. Essayons vraiment, si vous êtes là, si vous êtes dans une association, vous aidez la personne qui est à la tête. Si ce n'est pas votre intention, ne soyez pas dans l'association. Franchement, vous ne ferez pas de bien, vous ferez du mal. Donc ne soyez pas dans l'association. Prenez la petite porte, quoi que vous ayez fait. Vous avez aidé à démarrer, c'est tout. Après, vous prenez la petite porte et c'est fini. Mais ne vous mettez pas dans les histoires d'association. C'est épouvantable. C'est honteux. Ça met du discrédit sur le nom du Seigneur. Ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Si le représentant légal, vous savez, si les gens prennent conscience que le représentant légal, par exemple, si vous avez un type qui fait des détournements de fonds, vous en apercevez, le gars ne veut pas se corriger, vous dites, ok, très bien, tu es serviteur, moi, si tu es serviteur du Seigneur, c'est pas moi c'est Dieu ton propriétaire, c'est pas moi. Tu te retires doucement. Et s'il avait 10 membres et qu'il y en a 7 qui partent, il va se retrouver tout seul. Et s'il continue ses histoires, il aura tôt ou tard des ennuis. C'est tout. S'il ne se corrige pas. Mais ce n'est pas à vous d'aller le corriger. Ce n'est pas à vous de le corriger. Par contre, protégez-vous. Si vous êtes membre d'une association où il y a des trafics, fuyez. Parce que juridiquement parlant, vous êtes impliqué. Et surtout si vous êtes membre du comité et que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et que les choses ne veulent pas être corrigées, fuyez. Ça, je vous le garantis. Il faut être sûr de là où on met les pieds. Si vous avez un pouvoir décisionnel dans une association, faites attention parce que juridiquement parlant, vous êtes impliqué. Et les gens ne font pas attention à ça. Ils se mettent partout, ils veulent des postes, ils veulent des trucs, ils veulent des machins, etc., 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 etc. Non, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Parce que tout ça, ça a des implications juridiques. On verra aussi qu'il y a des implications économiques. Quand vous aurez le cours sur le ministère et les finances, vous verrez qu'il y a des implications économiques. Par exemple, avoir un poste de trésorier ou de trésorière dans une association, ce n'est pas un poste facile. Parce que s'il y a des problèmes d'argent, quels qu'ils soient, et qu'il y a eu soit des malversations financières, soit des vols, soit de toutes sortes de choses, mais que vous n'étiez pas directement responsable, vous aurez une responsabilité devant les tribunaux, ça je tiens à vous le dire. Très sérieuse. Vous pouvez avoir de sérieux ennuis et être mis en prison. Parce qu'en général, quand il est parlé d'argent et de problèmes d'argent dans une association, le premier qu'on vient chercher après le représentant légal, c'est le trésorier. Et c'est normal, parce que c'est lui qui est censé connaître ce qui se passe dans la comptabilité. C'est lui qui est censé signer les chèques. C'est lui qui est censé avoir pris la rédaction des projets et avoir reçu de l'argent. C'est passé obligatoirement par ses mains quelque part. Donc il ne peut pas dire « moi je ne savais rien, je ne savais rien ». Si, tu savais. Et le problème, c'est que c'est dangereux. Donc il faut se protéger. Ce genre de position est dangereuse si vous savez qu'il y a des choses qui sont faites derrière votre dos. Si c'est fait derrière votre dos, vous devez vous déresponsabiliser si vous n'avez rien fait de mal. Parce que ça peut être dangereux pour vous. Alors, personnellement, je vous conseillerais une chose. Si vous démarrez une association, entourez-vous d'un juriste. Je tiens à vous le dire. Entourez-vous d'un juriste. Vraiment. Payez ce qu'il faut payer pour que vos statuts soient vraiment très bien faits. Vous lui posez les questions, mais pas n'importe quel juriste. Un bon juriste chrétien qui connaît bien le problème des associations et le problème des églises par rapport aux associations. Donc quelqu'un qui s'y connaît bien, qui pourra vraiment vous aider à faire de bons articles. Vous lui posez les problèmes tels quels et vous regardez s'il est capable de répondre à vos questions. Parce qu'il y a aussi des juristes qui sont incapables de répondre à certaines questions. Moi, je le vois, même dans des pays européens, même au Canada, même dans différents endroits. Des fois, on pose des questions et c'est orienté vers le ministère et les gens n'ont pas de réponse parce qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de questions. Et pourtant, ce sont des questions cruciales qui peuvent vous amener dans des ennuis plus tard. On a un proverbe en français qui est un proverbe qui n'est pas, je dirais, dans la Bible telle qu'elle, mais qui est biblique, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Et du point de vue juridique, c'est très important. Couvrez-vous d'abord. Protégez-vous d'abord. Parce que je vous garantis, quand il y a des failles juridiques quelque part, surtout dans un ministère, ça peut vous créer énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Donc il faut être très, très, très prudent. D'accord? Si possible, il est bien d'avoir proche de soi un juriste dans votre association. Ne prenez pas des gens sans éducation dans votre association.
parce qu'ils vous serviront de rien, si ce n'est être des pions. Prenez des gens qui ont étudié dans différents domaines. Si vous avez un trésorier ou une trésorière, il faut que ce soit quelqu'un qui ait fait des études dans le domaine de la finance ou qui travaille dans la finance. Ça vous sera utile. Quelqu'un peut-être qui est dans une banque ou peut-être qui a un master en finance. En tout cas, quelqu'un qui s'y connaît bien. Si vous pouvez aussi avoir un juriste dans le comité exécutif, c'est parfait. Moi, personnellement, j'ai un juriste, j'ai une juriste dans mon comité exécutif et je suis très content. À chaque fois que j'ai une question juridique, je vais voir cette personne et je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et je lui dis, est-ce que vous ne pouvez pas écrire une lettre, etc. Et ça va être tourné d'une façon juridique. Et c'est quelqu'un qui aide. Et c'est très pratique. Donc, si on s'engage dans quelque chose, directement, je ne prends pas une décision comme ça, qui serait avec un tant soit peu juridique, comme ça en disant je vais écrire moi-même le truc. Non, non. Je connais mes failles dans ce domaine-là et je ne veux surtout pas m'engager dans un truc parce que j'engage le ministère, vous comprenez? Donc là, j'ai quelqu'un à portée de main. Et si elle me dit non, je ne sais pas quoi faire, à ce moment-là, on peut aller voir quelqu'un d'autre, mais on va voir des professionnels. Il existe des professionnels. C'est sûr que ça coûte cher, mais ces professionnels au moins peuvent nous aider. Ce sont des professionnels. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils bricolent de partout. Et comme ils bricolent, ils se retrouvent après avec des tas d'ennuis. Ils disent « Ah, je ne savais pas ». Oui, mais vous savez, les juristes ont quelque chose. Ils ont un dicton. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ça, c'est vrai. Et quand vous commencez à mettre vos pieds dans le système associatif, vous êtes en train de mettre vos pieds dans un système juridique que souvent vous ne connaissez pas. Et quand on ne connaît pas, on risque de se faire avoir, entre guillemets. C'est-à-dire on risque de faire des choses qui ne sont pas légales. Donc il va falloir savoir comment faire. Ok, là on en a terminé avec les statuts. Alors maintenant qu'on a fait les statuts, on se dit ça y est, je suis enregistré au gouvernement, je me dis ouf, tout va très bien. Oui, tout va très bien, mais il vous manque encore un document important. Un document qui sera votre cuisine interne, ça va être évidemment le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur. Donc ça sera la grande leçon numéro 2, on va juste introduire. Leçon numéro 2, le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, c'est la leçon numéro 2, c'est la deuxième grande partie que nous étudierons. Alors notez que pour qu'une association puisse fonctionner de manière pratique, pour qu'une association puisse fonctionner de manière pratique, elle doit se doter d'un règlement d'ordre intérieur. Elle doit se doter d'un règlement d'ordre intérieur. Alors je vous rappelle qu'à la fin des statuts, on a mis un article qui mentionne ce règlement d'ordre intérieur, que ce règlement d'ordre intérieur va être rédigé. Par qui? Le fondateur visionnaire. Il sera présenté au comité exécutif et approuvé en assemblée générale. Ok. Alors le règlement d'ordre intérieur, c'est quoi? Le règlement d'ordre intérieur, c'est un document. Un document qui permet de préciser. Rappelez-vous que les statuts, c'est très général, générique. Donc c'est un document qui permet de préciser comment fonctionne de manière interne et pratique le ministère. C'est un document qui permet de préciser comment fonctionne de manière interne et pratique le ministère. En fait, c'est quoi? C'est une sorte de guide pratique de l'association. C'est un guide pratique de l'association. Guide pratique de l'association. Comment ça marche? Comment ça marche? Voilà, c'est comme quand vous achetez un appareil, quel qu'il soit, vous avez un petit livre, le manuel de l'utilisateur. Voilà. Et on vous explique, tel bouton, vous appuyez là, ça va faire ça, tel machin, ça va faire ça, tel truc, ça va faire ça, il faut brancher ça comme ça, il faut mettre l'appareil comme ça, etc., etc. C'est la notice. Voilà, manuel de l'utilisateur. Exactement. Le règlement d'ordre intérieur, c'est le manuel de l'utilisateur de l'association. Voilà. Comment ça fonctionne? D'une façon interne.
Alors il faut que vous sachiez une chose, dans les lois, en général, dans les lois dans les pays francophones, la loi en général ne dit jamais rien, je dis en général, hein, elle est très muette sur le règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez, entre guillemets. Les lois dans les pays francophones sont très muettes sur le règlement d'ordre intérieur. Il y a quelques phrases en général qui sont, je dirais, très génériques. En général, on vous dira, le fonctionnement interne, c'est votre business. On ne veut pas le savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitrine légale des statuts. Voilà. Le gouvernement vous dira ça en général. Le fonctionnement interne, c'est votre cuisine. C'est vous qui vous arrangez, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de voir comment vous faites les choses. Bien sûr, dans le cadre où ça ne va pas, évidemment, déroger à une loi en général, une loi civile ou quoi que ce soit, évidemment. Mais en général, il n'y a aucune loi à propos des associations qui vous imposeront quelque chose de particulier sur la façon dont le règlement d'ordre intérieur doit être rédigé. Vous voyez, autant sur les statuts, en général, les lois dans les pays francophones et dans le monde entier vous donneront les grandes lignes. On vous expliquera dans la loi, en général, d'une manière ou d'une autre, ou à côté, on mettra des annexes et on vous dira, voilà, dans les statuts, il doit y avoir ça, 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 et ça, etc. Mais règlement d'ordre intérieur, on ne vous dit rien. Donc en fait, vous allez vous-même créer votre règlement d'ordre intérieur. Donc il y a une grande liberté sur la rédaction et sur le contenu du règlement d'ordre intérieur. En fait, on fait ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment que le pasteur sache quoi faire et qu'est-ce qu'il va mettre dans son règlement d'ordre intérieur. Donc ça va être le fonctionnement interne de l'Église, des départements divers, etc., etc. La façon dont on va préciser certains articles aussi, bien évidemment, à propos des statuts. On va donner tout un tas de précisions par rapport au fonctionnement. Voilà pour ce cours, nous en saurons plus sur le règlement d'ordre intérieur dans les prochains cours.